connaissez, animateur, enthousiaste et gaffeur, et maintenant on le découvre dessinateur. On est très heureux de le recevoir au Figaro aujourd'hui. Bonjour Christophe Beaugrand. Bonjour Charlotte, ça va bien? Mais oui, ça va bien, et vous-même? Je suis ravi que vous me receviez ici. C'est vrai qu'avec une nouvelle casquette, Avec une nouvelle casquette, c'est une nouvelle corde à votre arc sur votre CV d'animateur journaliste déjà bien fourni. Ouais. Pourquoi vous avez fait le choix de révéler ce talent aujourd'hui? Alors, c'était pas parti pour. J'ai discuté avec une maison d'édition pour un projet que j'avais qui m'amusait de raconter des petites histoires de loose qui sont arrivées à tout un tas de célébrités. Et certaines histoires qui me sont arrivées à moi aussi, parce que vous l'avez dit dans votre présentation, il y a eu l'adjectif gaffeur, je l'ai entendu. C'est vrai que je suis souvent dans les bêtisiers, je gaffe parfois. Et au fur et à mesure que j'ai raconté ces petites histoires qui m'amusaient, qui me rappelaient des souvenirs, j'ai eu envie de les dessiner, parce que je dessine depuis que je suis gamin. Quand j'étais petit, mes parents étaient convaincus, ma maman était persuadée que j'allais faire dessinateur de BD, et puis finalement je me suis tourné vers d'autres voies, la télé, la radio, etc. Mais j'ai toujours dessiné, mais pour mes amis, ou je dessinais sur un coin de table, au restaurant, ce genre de choses. Et j'ai vachement le trac, l'air de rien. Ah bon? Parce que j'ai l'impression d'une mise à nu, c'est quelque chose de très différent. Alors c'est vrai que la plupart de mes dessins sont qu'au statut d'amateur, c'est une illustration du livre, c'est pas l'essentiel du livre. Oui, mais ça fonctionne très bien. Mais j'ai eu envie d'illustrer chaque histoire, donc il y a 30 histoires et 30 dessins du coup. Vous savez qu'il y a certains qui vont vous faire le reproche d'afficher ce nouveau talent pour faire encore parler de vous? Ah, vous croyez? Ah non, c'est pour m'amuser. Non, vraiment j'ai hésité. J'ai hésité, mais pas par rapport à ce que vous dites là, mais simplement parce que je suis fan de bande dessinée, j'en ai plus de 2000 chez moi, j'ai une collection, mon trait est encore un peu maladroit et comme je respecte énormément les gens qui dessinent, j'ai hésité à le faire. Mais je me suis dit, j'ai essayé et puis j'y ai pris goût, je me suis beaucoup amusé en faisant le livre. À la base, il devait y avoir une dizaine de dessins, finalement j'ai illustré toutes les histoires. Vous voyez, ça va prêter encore à la critique. Exactement, vous avez dit même... le flanc, c'est pas grave. Même si vous avez dit il y a quelques semaines chez nos confrères de médias, le MAG, que vous ne faisiez pas ce métier en regardant ce qu'on dit de vous, on a du mal à vous croire. Ah non mais c'est vrai, ça dépend de qui on parle. Ce que mes proches pensent de ce que je fais. Vos confrères de la télévision par famille, exemple. Mes confrères de la télévision, quand je sais que ce sont des gens honnêtes et que la critique est constructive, oui bien sûr ça m'intéresse. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend dans ce métier. Mais ce que je veux dire c'est que je ne fais pas de la télévision pour plaire aux gens qui me critiquent ou qui ne m'aiment pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire plaisir au public qui a l'habitude de me suivre, de lui proposer des choses différentes. Parfois, il y a des critiques, mais c'est intéressant. Quand elles sont constructives, c'est toujours intéressant, la critique. Quand c'est plus du jeu de massacre, c'est de la méchanceté. De la méchanceté gratuite, c'est moins intéressant. Après, justement, à propos de critiques dont vous êtes parfois la cible, vous avez trouvé justement une façon astucieuse d'envoyer quelques petites réponses, quelques petites piques ciblées avec ce livre, L'éloge de la louge. Vous glissez dans la peau de personnages célèbres, parfois même d'objets, pour revenir sur leurs pires moments de gêne. Et vous avouerez que sur certaines histoires, vous réglez un peu vos comptes. Alors évidemment, vous pensez certainement comme moi, l'exemple que je vais vous donner, vous revenez sur ce fameux moment entre Enora Malagré et Pharrell Williams. Quand vous faites dire, parce que vous faites parler ces gens, vous vous mettez dans leur peau. C'est ça, en fait, le parti pris du livre, c'est à chaque fois je raconte l'histoire telle qu'elle est arrivée, et ensuite je me mets dans la peau d'un des protagonistes ou d'un objet, puisque je fais le scooter de François Hollande par exemple. Ou le décolleté de Léa Salamé. Ou le décolleté de Léa Salamé, et je me mets dans la peau effectivement de Pharrell Williams. Dans ce cas-là, exactement. Après la rencontre étonnante qu'il avait eue avec Enora Malagré, je pense que pas mal de gens qui nous regardent s'en rappellent. Assez surprenante, pour laquelle elle a été très critiquée. Alors vous faites dire à Pharrell Williams, je cite, « Je crois avoir aperçu quelque chose dans les yeux de cette fameuse Enora, une petite lumière qui semblait dire pardon, comme si une conscience sous la tignasse blonde et le maquillage s'était soudain éveillée. J'espère un jour la recroiser sans ces fards dérisoires et cette risible provocation, car au fond, c'est peut-être une gentille fille, peut-être. » Vous avez un message à faire passer à Enora Malagré? Moi, je trouve ça plutôt tendre. Ou c'est tout ce que vous lui adressez avec ce message? Là, en l'occurrence, je me suis mis dans la peau de ce qu'a pu penser Pharrell Williams dans la situation. C'est pas un peu ce que vous pensez de cette jeune femme? Oui, c'est un peu ce que je pense, oui. Oui, c'est un peu ce que je pense. Oui, sur cette question-là, j'avoue, oui, c'est un petit peu ce que je pense. Mais c'est pour ça qu'il y a de la tendresse aussi dans la plupart des histoires que je raconte, et que je pense qu'effectivement, on vaut souvent davantage que l'image, parfois,
parfois caricaturale. Et là, je parle de manière générale pour les animateurs télé ou les personnalités, même pas que les animateurs télé d'ailleurs. On vaut souvent un peu plus que l'image qu'on peut renvoyer. Moi, je pense que je vaux sans doute plus que quand on me voyait déguisé en princesse sur les Champs-Élysées pour 50 minutes inside, même si ça fait partie de mon caractère et que je me suis beaucoup amusé. Mais c'est vrai que parfois, on est dans une image un peu réductrice. Je crains que ce soit peut-être le cas pour cette jeune femme. Mais je ne la connais pas suffisamment, enfin je la connais peu, je l'ai croisée juste. Cette image réductrice, justement, souvent on dit de vous que vous avez un côté un peu lisse, que vous n'osez pas dire du mal. Là d'ailleurs, vous mettez quelques pincettes. Alors là, pour le coup, on vous a même dit que vous étiez le nouveau Michel Drucker, très consensuel. Mais qui a dit ça? Alors là, pour le coup, on me dit plutôt l'inverse. Au contraire, moi, vous ne dites jamais de mal. Alors faut écouter plus souvent ce que je dis. Alors parce qu'il faut me lire sur Twitter, il faut écouter quand je suis aux grosses têtes. Effectivement, dans 50 minutes inside, moi quand je reçois des invités, je les respecte et je ne reçois pas des invités pour les insulter. Et quand il y a des gens dont je n'apprécie pas le travail, je les invite pas. Donc en creux, ça facilite les choses. En creux, effectivement, on peut voir des choses. Mais quand on me regarde même dans Secret Story où je balance ce que je pense aux candidats assez régulièrement, j'ai plutôt pas trop de filtres. Après, il y a une mode aujourd'hui qui est d'être méchant entre guillemets pour exister. Donc moi, je dis ce que je pense et ce que j'ai sur le cœur parfois. Mais après, le fait de créer du clash, du buzz, de la méchanceté, de l'aigreur, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que les valeurs que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt des valeurs d'humour, d'amusement. J'ai envie que les gens passent un bon moment en me regardant. Donc, j'ai pas envie de développer des choses anxiogènes. Ça, mais c'est mon caractère profond. Moi, je fuis plutôt le conflit qu'autre chose. C'est pas quelque chose. Je suis pas à l'aise dans le conflit. C'est pas quelque chose qui m'amuse et qui m'intéresse. Mais après, j'ai mon caractère. Je dis ce que je pense quand je le pense. Je l'écris parfois, notamment avec ce livre. Mais je suis pas dans l'idée du. J'aime pas ces histoires de règlement de compte, d'imaginer qu'on dit quelque chose et que ça va faire une brève sur 40 sites et puis que le lendemain il faut répondre au truc. Je trouve qu'on est dans une société où les gens sont tous opposés les uns aux autres en permanence, et je pense que quand on fait de la télévision ou de la radio, on a une certaine responsabilité aussi, une valeur d'exemplarité aussi, et je préfère mettre en avant, on va dire, des choses plus positives qui font avancer plutôt le vivre ensemble plutôt que les gens les uns contre les autres. Après, ça ne m'empêche pas de penser ce que je pense et de le dire de temps en temps, mais ça n'est pas un fonds de commerce, contrairement à d'autres, effectivement. Alors vous parlez des gens à qui vous vous adressez, mais justement ce public-là, vous vous intéressez à ce qu'ils pensent de vous. Vous avez conscience que c'est important pour votre succès, ils sont là pour vous, vous êtes très populaire en particulier sur les réseaux sociaux, ils vous le rendent bien, vous avez 711 000 abonnés sur Twitter et près de 250 000 sur Facebook. Ouais. Vous êtes sensible à ce qu'ils pensent de vous et à ce qu'ils disent parfois même de vous quand ils vous offrent des cadeaux, quand vous allez à leur rencontre pour la signature de ce livre. Oui, c'est vrai que je fais pas mal de dédicaces en ce moment en France. Et non, moi j'adore discuter avec les gens, même via les réseaux sociaux. Je sais qu'au moment où j'ai repris Secret Story, il s'est mis à avoir beaucoup plus de présence sur les réseaux, beaucoup plus de curiosité de la part notamment du public de Secret qui est extrêmement digital. Et TF1 m'a dit, on peut te donner un coup de main si tu veux, on peut gérer en partie ta page Facebook, etc. Et j'ai dit, non. Moi, tous les messages qui sont écrits sur mon Facebook, sur mon Instagram, et sur tous les messages que j'écris, qui sont écrits en mon nom, c'est moi qui les écris. J'écris tout, je lis les messages moi-même. Vous lisez tout et vous répondez. Et je réponds beaucoup. Mais parce que je trouve que c'est un manque de respect de laisser un attaché de presse ou un community manager répondre en laissant entendre en utilisant le jeu, que c'est la personnalité qui répond. Moi, je trouve que ça me gonfle. Et surtout, quand j'étais gamin, les réseaux sociaux auraient existé, j'aurais adoré pouvoir communiquer avec des animateurs que j'admirais à la radio, à la télévision. Et du coup, je trouve que ça rend... ça crée un rapport extrêmement sain avec les gens qui vous font la gentillesse de vous suivre. Et il ne faut jamais oublier que c'est grâce à eux que vous bossez. Donc effectivement, moi c'est avec eux que je discute parce que mon patron, au-delà de Gilles Pélisson, le boss de TF1 ou le patron de RTL, Christopher Baldelli, mon patron c'est l'auditeur, c'est le téléspectateur, donc l'internaute qui me parle. Mais justement, je parle de votre popularité, du fait que vous allez à la rencontre des gens, vous les voyez, au-delà des réseaux sociaux, vous allez à leur rencontre physiquement. Qu'est-ce que vous pensez qui leur plaît chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes populaire aujourd'hui? Écoutez, j'en sais rien, je ne sais pas encore si j'ai une si grande popularité que vous m'en prêtez une, mais je serais ravi de l'avoir. Mais je suis juste dans la vraie vie en fait, c'est juste ça. Moi j'ai une vie très normale, j'habite dans une maison en banlieue, j'adore faire mes courses, j'adore faire la bouffe, je croise les gens, je discute beaucoup. J'ai la chance d'avoir un métier où justement on est dans le contact et la discussion. Quand je fais mes tournages qui sont souvent dans la rue, dans 50 minutes inside ou pour une avant-première ou quand je suis au volant de ma People mobile, le petit combi
Volkswagen dans lequel je fais mes interviews. Là, j'en ai encore fait une ce matin avant de venir avec Pierre Bellemare. On a traversé des rues de Paris. Il y avait un livreur qui nous a reconnus, qui a fait un coup de klaxon, qui a dit bonjour. Moi, j'aime ça. Je trouve ça. Mais on vous sent sincère, mais sincère et honnête si dans le lien que vous créez avec le public. Mais parce que je le suis. Il n'y a rien de plus. Enfin, moi, je suis toujours. Mais tout le monde ne fait pas autant d'efforts. Pourquoi vous en faites autant? Mais parce que c'est pas des efforts. C'est un plaisir. En tout cas, je ne le fais pas comme un calcul. Et vous imaginez pas ce que les gens vous renvoient. Régulièrement, j'ai des messages de gens qui me disent, notamment pendant Secret Story, moi j'étais hospitalisé tous les soirs, je vous ai regardé, je me suis marré, ça m'a fait passer un bon moment, j'ai pensé à autre chose. Vous imaginez pas à quel point le rapport qu'on peut établir avec des gens à travers la radio ou la télévision, on les accompagne au quotidien. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. J'ai, comme tout le monde dans toutes les familles, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, j'ai eu des moments de drame très difficiles. Et je sais à quel point les médias, un visage rassurant, une voix, ça peut accompagner beaucoup. Là, il se trouve que j'ai fait une dédicace à Brest là, il y a 10 jours. Il se trouve que le magasin avec lequel je faisais cette dédicace était en partenariat avec une association qui réalise des rêves d'enfants malades. On m'a proposé de rencontrer à l'hôpital de Brest un jeune garçon de 16 ans qui était fan de Secret Story, qui a beaucoup regardé, qui était hospitalisé. Je suis allé le voir et il était effectivement, j'ai vu son visage s'illuminer, il était très heureux de me voir, il m'a demandé hey, ça c'est vrai, est-ce que c'était truqué, etc. Enfin, c'est très drôle, il m'a posé des questions. Et là, juste avant le début de cette émission, c'est pour ça que je viens d'apprendre qu'il est parti. C'était il y a 10 jours. J'ai continué à discuter avec lui sur Twitter les jours qui ont suivi, excusez-moi, c'est idiot, voilà, les jours qui ont suivi, et voilà, c'était un gamin qui s'appelait Alexis, il avait 16 ans, il m'a expliqué à quel point le fait de voir, c'est un peu ridicule, non, c'est pas ridicule. Le fait de voir quelqu'un, de me voir en vrai alors qu'il me voyait à la télévision tous les soirs et que ça l'a accompagné pendant 3 mois alors qu'il était hospitalisé, et de savoir que ce gamin, il est parti. J'ai eu un message de sa mère juste avant l'émission, et il est parti la nuit dernière. Et d'imaginer que ce que j'ai pu lui apporter, ça lui a peut-être permis, j'en sais rien, c'est ce que m'a dit sa maman en tout cas, de penser à autre chose, de l'apaiser sur ces derniers jours, d'oublier un peu sa maladie. On ne pensait pas qu'il allait partir si vite. Il m'a raconté qu'il allait passer une nuit dans un zoo, au zoo de la Flèche. Il était super content avec sa petite sœur, etc. Et dans ces moments-là, on se dit que ce qu'on fait, ce qui peut sembler de la vacuité, du pur divertissement, en fait, ça peut servir vraiment. On a l'impression que dans votre cas, vous essayez d'effacer cette distance qu'il peut y avoir avec le public. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, c'est une des dernières phrases de ce livre, je vous ressemble. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mettre à bas le SAR système? Vous voulez désacraliser ce côté paillette ou alors Non, mais ça n'existe plus. C'est une humilité extraordinaire chez vous qui fait que vous voulez être le plus proche possible des gens. Non, alors c'est pas une humilité, c'est simplement que moi quand j'étais gamin, je regardais la télévision, j'étais absolument fan de télé, je rêvais de faire ce métier et j'oublie jamais simplement le gamin que j'étais quand il regardait la télé. Après, le reste, c'est simplement que on n'est pas des artistes. Moi j'ai toujours énormément de respect pour des chanteurs. Vous êtes journaliste à la base. Voilà, moi je suis journaliste, je suis animateur. Je n'ai absolument aucune velléité à devenir un artiste. C'est vraiment pas le même métier. Moi, je suis un amuseur parfois. J'essaye de mettre de la bonne humeur, mais je suis quelqu'un entre guillemets comme tout le monde. Je suis dans la vraie vie. Voilà, quand on est un artiste, je ne suis pas comédien. Je m'amuse à faire des petits dessins, mais je ne suis pas dans une activité artistique. J'ai beaucoup de respect pour les artistes que je rencontre et que j'interviewe très régulièrement pour 50 minutes inside. Mais je ne me prends pas pour un artiste. Je suis simplement, je suis un téléspectateur qui a eu du pot et qui est passé de l'autre côté. Et du coup, je suis le porte-parole de ces gens qui me regardent. Mais parfois, Christophe Beaugrand, parce que vous le dites, depuis que vous êtes môme, vous rêviez d'être à cette place-là. Vous en avez rêvé, vous avez travaillé pour ça. Et parfois, on se demande si vous n'êtes pas gêné d'être arrivé là où vous êtes et que du coup, pour compenser, vous essayez toujours de jouer le copain-copain avec le public. Ben, je crois pas, j'en sais rien. Peut-être, je pense qu'on a toujours en soi peut-être un petit manque de, enfin certains en tout cas un petit manque de confiance ou un besoin d'être aimé, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je me sens, j'ai juste une vie normale. Et vous vous sentez légitime d'être là aujourd'hui? Ah oui, parce que j'ai beaucoup travaillé pour être là aujourd'hui. Vous préférez qu'on dise que vous êtes un gros bosseur ou un ambitieux aux dents longues? Bah, à votre avis
Je suis un bosseur ambitieux. Mais non, mais j'ai toujours énormément travaillé. Vous n'avez jamais de scrupules à dire que vous êtes un ambitieux, que vous avez de l'ambition, vous le dites parfois. Oui. Mais non, mais parce que j'ai toujours eu envie de faire ce métier, je l'ai toujours dit. Et voilà, ça commence à démarrer maintenant pour moi depuis 2-3 ans. Mais enfin, je vais avoir 40 ans dans un mois, donc il était temps. Vous voyez où dans 10 ans avec cette ambition que vous avez ? Je me vois où dans 10 ans continuer à m'amuser. J'aimerais continuer à m'installer sur une chaîne comme TF1. Quand je vois le parcours, moi, les gens qui m'inspirent, ce sont les gens avec lesquels j'ai la chance de travailler. C'est Nikos, c'est Laurent Ruquier. Voilà, moi, je me vois continuer à faire du divertissement, des belles émissions, réunir la famille, m'amuser et avoir la chance de gagner ma vie et très bien, puisque j'ai la chance de faire un métier qui me permet de très bien gagner ma vie en m'amusant et sans avoir l'impression d'aller au boulot. Donc ça, j'en suis reconnaissant au public et aux gens qui me suivent tous les jours, parce que c'est grâce à eux que ça continue. Parce que si les gens ne regardaient pas mes émissions et n'écoutaient pas mes bêtises à la radio, ben, j'aurais plus de travail. Donc c'est pour ça que je suis reconnaissant. À propos de réussite, Christophe Beaugrand, à 2 reprises dans votre ouvrage, vous vous adressez à votre père qui est aujourd'hui disparu. Vous auriez aimé, par exemple, qu'il voie vos dessins publiés. C'était votre premier fan ? Il était très discret, il n'était pas très bavard, donc je sais qu'il m'aimait beaucoup et qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Il a été très content quand il m'a vu, il est parti quand j'avais 24 ans, donc j'avais commencé à faire mes premiers JT à LCI, donc il était fier de me voir devenir présentateur. Il m'a jamais entendu aux grosses têtes, il était fan de l'émission quand on était gamin, enfin quand j'étais gamin avec ma sœur, on écoutait les grosses têtes quand on partait en vacances, toute la journée, la grande époque, à l'époque de Jean-Yann, de Jacques Martin, Carlos, etc. Je pense qu'il aurait été très fier et très content. Après, voilà, on peut faire parler les morts, hein, c'est toujours bien. Bon, je crois qu'il aurait été content, qu'il aurait été fier. Ma maman l'est pour 2, alors ça va. J'ai une mère juive, hein, moi, oh là là, c'est terrible, c'est Madame Sarfati, ma maman. Alors à propos de fans, vos parents étaient fans de vous, votre maman l'est toujours évidemment. On va consulter un peu ce que nous disent les internautes qui sont avec nous en direct, puisque nous sommes diffusés en direct sur Facebook. Donc on va voir ce qu'ils vous demandent. Ils ont été nombreux apparemment. Ramzi nous demande quel est pour vous le meilleur animateur télé. Ne dis pas que c'est vous. Non, parce que c'est pas moi. J'aspire peut-être à le devenir. Je pense que de très loin, c'est Nikos. Vraiment. Enfin, moi, c'est un peu mon mentor. C'est quelqu'un qui en plus me donne des conseils régulièrement. C'est un mec formidable. Vraiment, c'est un mec. Au-delà du fait que ce soit un très bon animateur, c'est un être humain exceptionnel et rare dans ce métier. Un très grand professionnel. Ouais. Il y a Bruno qui demande pourquoi ce non-intérêt envers Cyril Hanouna. Comment ça, ce non-intérêt ? Peut-être qu'il fait référence au fait que vous n'en parlez jamais, que vous ne citez pas. On est obligé de parler de Cyril Hanouna tout le temps. Je sais que c'est très à la mode en ce moment, mais il y a d'autres trucs dans la vie que Cyril Hanouna. Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de non-intérêt pour Cyril Hanouna. C'est juste que dans son émission, il n'apprécie pas beaucoup mon travail. Donc effectivement, moi, quand j'ai été invité, j'ai pas eu envie de venir. C'est tout. Donc c'est pas un non-intérêt. Je vois pas l'intérêt d'aller dans une émission où je sais que je ne vais pas être bien accueilli. Je préfère venir chez vous. Je sais que je vais être accueilli. Je ne demande pas qu'on me tire les pompes. C'est pas la question. Mais quand enfin voilà, je sais que la plupart des chroniqueurs de cette émission détestent la télé-réalité et ont déjà dit pique-pendre sur mes qualités d'animateur. Donc je vois pas l'intérêt d'y aller pour moi si c'est pour me faire du mal. Moi je préfère plutôt les choses agréables, on va dire. Donc j'ai pas de non-intérêt. Je suis très admiratif de la réussite de Cyril Hanouna parce que voilà, force est de constater qu'il y a un phénomène et que il a un talent fou, qui tient son plateau, qu'il est drôle, enfin voilà. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je travaille énormément, donc j'ai pas le temps de regarder l'émission. Et quand je rentre chez moi, je me fais pas des replays, touche pas à mon poste où ils disent que je suis à chier. Je suis quand même pas totalement maso. On a bien compris. Nanou demande, il paraît que vous ne voulez plus faire Secret Story, est-ce que c'est vrai ? Ah non, au contraire. Ah non. Alors moi, je suis. Alors là, je me suis éclaté quand j'ai pris l'émission en saison 9 et là en saison 10 je me suis encore plus amusé, donc moi je suis au taquet pour la saison 11 et plus de saisons si possible. Vous la présenterez la saison 11 ? Ah oui, si la saison 11 est signée, alors là c'est à la chaîne et à la production, mais a priori tous les voyants sont au vert, mais officiellement la signature n'a pas été encore faite. Oui, ce sera moi bien sûr, je suis très attaché à toute l'équipe et pour moi l'affectif, vous l'avez peut-être compris dans cette interview, est très important. Je suis heureux de les retrouver, c'est une famille qu'on retrouve. Je suis très ami avec Adrien Lemaître qui est un de nos chroniqueurs, avec Julie Taton, avec Leïla Ben Khalifa et avec toutes les équipes qui sont derrière, parce que c'est une centaine de personnes. Secret Story, c'est un paquebot gigantesque. Et je me sens
me sens très fort avec cette centaine de personnes derrière moi et je suis censé être le capitaine du bateau et faire en sorte qu'il ne coule pas. Et jusqu'à maintenant, il vogue vers de jolis flots. Excusez-moi, j'ai craché sur cette table. Je vous prie de m'excuser. Personne n'a rien vu. Ah, trop tard. Thibaut nous demande, et ce sera la dernière question, est-ce que vous avez eu des propositions pour d'autres émissions et voire même des demandes d'autres chaînes? Oui, vous savez, en télévision, on a toujours des moments où il y a des producteurs qui vous appellent, des chaînes qui vous appellent, des rendez-vous en radio, en télévision, ça arrive toujours. Moi, j'ai absolument pas envie de quitter TF1 pour l'instant. J'ai pas mal de projets, j'ai déjà fait des pilotes de jeux. Je pense que je suis amené à évoluer dans les années qui viennent à TF1. Il va y avoir la saison 2 de Ninja Warrior dans quelques mois. On s'était beaucoup amusé avec Sandrine Quétier et Denis Brognard en saison 1 l'année dernière. Donc je suis ravi de retrouver là encore ce sont des amis. Alors vous allez penser que je suis un bisounours et que j'aime tout le monde. Mais enfin, en tout cas, les gens avec qui je travaille sont des gens que j'aime. Quand je ne m'entends plus tellement avec les gens avec lesquels je travaille, je m'en vais. À Canal+, ça se passait plus très bien. Moi, je suis parti. Moi, je pense que on a la chance de faire un métier, vous, je pense comme moi, de passionné. Donc, quand la passion, on l'a plus, c'est ça qui permet de transmettre des choses au public, vous, aux lecteurs ou à vos internautes qui vous suivent. C'est cette passion-là. Quand on n'a plus la petite flamme et la passion, il faut changer de crèmerie et puis on la retrouve ailleurs. Mais c'est un métier qui est tellement fait de passion, de bonheur et qui est tellement chronophage que si on ne le fait pas avec un plaisir et une envie de partager, faut faire autre chose. Merci beaucoup Christophe Beaugrand pour votre enthousiasme, votre dynamisme. Merci pour cet entretien. Avec plaisir. À bientôt.